Bonjour et bienvenue. On se plonge aujourd'hui dans un état d'esprit qui peut nous sembler totalement étranger. Celui d'un auteur victorien pour qui l'épargne n'était pas juste une bonne habitude, mais la plus grande des vertus. La source, c'est un livre de 1875, enfin l'édition qu'on a date de 1907. C'était un best-seller absolu. Thrift, A Book of Domestic Counsel de Samuel Smiles. Mhm. Et c'est la suite de son autre grand succès, Self-Help, qui est vraiment l'idée victorienne par excellence. Oui, l'idée qu'il faut se prendre en main, s'élever par ses propres moyens. Exactement. Alors, la question qui va nous guider, cette vision du monde aussi, dure et intransigeante qu'elle soit, est-ce qu'elle a encore quelque chose à nous apprendre? C'est la grande question. Surtout aujourd'hui, à l'ère du crédit facile et de la gratification instantanée. Est-ce que c'est juste une relique du passé? Pour y répondre, il faut vraiment entrer dans la logique de Smiles. Pour lui, la base, c'est que l'épargne, la thrift, ce n'est pas juste une question d'argent. Ah non. Non, c'est le fondement même du self-help. C'est la racine d'un bon caractère. Il parle du bon usage de l'argent, et cet usage est directement lié à des vertus morales. Comme la générosité, l'honnêteté. Voilà, la justice, le renoncement à soi. Et en face, il met tout ce qu'il déteste. L'avarice, la fraude, l'égoïsme et, bien sûr, le péché capital. Lequel? Dépenser sans réfléchir. L'imprévoyance. Alors justement, je voudrais qu'on s'arrête sur une idée qui m'a vraiment surprise. Dès le début, il affirme, et c'est assez fou quand on y pense, que l'épargne a commencé avec la civilisation. Oui, Pas avec les banques, pas avec la monnaie, non, avec la civilisation elle-même. Comment il justifie ça? pour lui, c'est très simple en fait. Le sauvage, dans sa vision du monde, ne pense qu'à l'instant présent. Il chasse, il mange, et puis c'est tout. D'accord. La civilisation, elle, commence au moment précis où un être humain met de côté une partie de sa nourriture pour le lendemain. C'est cet acte. Cet acte de prévoyance, Exactement. De renoncement à une satisfaction immédiate pour un bien futur. C'est le premier pas de l'épargne. Et c'est de là que tout découle. donc le capital, l'argent qui fait tourner l'économie, ce ne serait en fait que du travail mis en conserve. C'est exactement ça. Il a cette formule qui est très parlante. Le capital est le résultat conservé du travail. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il insiste bien, ce n'est pas du tout un instinct naturel. Ah non, c'est une discipline acquise. Tout à fait. Une habitude qu'il faut cultiver. C'est un combat permanent contre notre penchant pour le plaisir immédiat. Pour le dire autrement, le capital, ce n'est pas que de l'argent. C'est une vertu cristallisée. C'est ça. La preuve physique d'une discipline et d'un sacrifice passé. Cette idée est parfaitement illustrée par une petite histoire qu'il raconte, celle du vieil agriculteur sur son lit de mort. Ah oui, elle est très éclairante. Ça me rappelle un peu les fables de La Fontaine. C'est simple, presque enfantin, mais c'est redoutablement efficace. Racontez. L'agriculteur rassemble ses 3 fils, qu'il trouve un peu paresseux, et leur annonce qu'un grand trésor est caché dans le domaine. Mhm. Évidemment, dès qu'il meurt, les fils se ruent dehors. Ils retournent chaque centimètre carré de terrain, ils creusent, ils labourent avec une énergie folle. Obsédé par l'heure. Voilà. Ils ne trouvent rien, bien sûr, mais quand vient le temps de la récolte, leurs champs, si bien travaillés, sont plus fertiles que jamais. Et là, ils comprennent. Que le vrai trésor, c'était le travail. Exactement. Le travail lui-même. Et on en revient à cette idée que le travail est la source de toute richesse, mais qu'il ne vaut rien sans l'effort de le conserver, de le capitaliser. C'est cette philosophie qui le conduit à une vision de la société qui est, disons-le, extraordinairement binaire. Ah oui, là on entre dans le dur. Pour lui, le monde est divisé en deux. Seulement 2 catégories. Lesquels? Les épargnants et les gaspilleurs. C'est tout. Il dit même les nantis et les démunis. Et il a cette phrase qui est d'une brutalité assez sidérante. Laquelle? Chaque personne économe peut être considérée comme un bienfaiteur public et chaque personne dépensière comme un ennemi public. C'est violent, oui, mais c'est la clé de sa pensée. Un ennemi public, quand même. Pour Smiles, votre compte en banque n'est pas juste un relevé financier. C'est un bulletin de notes de votre caractère moral, visible par tous. Un bienfaiteur public. Pourquoi? Parce que l'épargnant, en accumulant du capital, même modestement, permet de financer le travail des autres. Il finance la construction des maisons, des usines, des chemins de fer. Tout le progrès matériel de l'époque victorienne est pour lui le résultat de millions de petits actes d'épargne individuelle. Et l'ennemi public alors? Le gaspilleur? Le thriftless man, l'homme sans prévoyance, c'est celui qui dépense tout ce qu'il gagne. Il ne construit rien, n'aide personne,
Et pire, il n'améliore jamais sa propre situation. Et là, Smiles utilise une formule d'une dureté incroyable. Il est l'esclave né de l'économe. L'esclave. Oui, parce qu'il sera toujours dépendant de celui qui a eu la discipline de mettre de côté. Mais attends, est-ce qu'il aborde la question de l'inégalité des chances? C'est facile de parler d'épargne quand on part avec un avantage. C'est la bonne question. Mais pour ceux qui n'ont littéralement rien à mettre de côté, il ignore cet aspect? Il ne l'ignore pas, mais il le balaye d'un revers de main. Sa vision est purement morale. Individuel, C'est une question de caractère, pas de structure. c'est ça. Pour lui, la pauvreté, ce n'est pas d'abord un problème économique, c'est un problème de caractère. Il prend l'exemple de l'Espagne, Oui, un pays qu'il décrit comme immensement riche par ses ressources, mais où une grande partie de la population est pauvre. Pour lui, la seule explication, c'est un manque d'industrie économe, un défaut dans le caractère national. sociaux. Exactement. Donc si l'épargne est la vertu cardinale, quel est le péché capital? C'est tout simplement son contraire, j'imagine. Tout à fait. Son ennemi numéro 1, c'est l'imprévoyance. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur la fable de la sauterelle et de l'abeille pour bien planter le décor. On la connaît tous, celle-là. Oui, la sauterelle a chanté tout l'été, l'hiver arrive, elle meurt de faim. Elle demande de l'aide à l'abeille, Mhm. qui lui demande ce qu'elle faisait pendant l'été. Je chantais, je dansais, je buvais, répond la sauterelle. Et la réponse de l'abeille est sans pitié. Eh bien maintenant, danser et mourir de faim. C'est le prologue parfait pour son argumentation. Oui, parce qu'il voit cette fable se jouer à grande échelle en Angleterre. Tout à fait. Il est tenté par ce paradoxe. Comment le pays le plus riche du monde peut-il abriter autant de misère? Et sa réponse, elle est sans appel. L'imprévoyance. L'imprévoyance. Il cite des exemples qui nous paraissent aujourd'hui très datés, très ethnocentrés. Comme celui des Esquimaux. Oui, qui, selon lui, se goinfrent quand la chasse est bonne, sans jamais rien prévoir, et finissent par mourir de faim. Il oppose ça au peuple du nord de l'Europe, que le climat rigoureux aurait obligé à devenir prévoyant. C'est une justification de la misère par la morale, en somme. Complètement. Il cite d'ailleurs le témoignage d'un certain Edward Denison, qui a vécu dans les quartiers pauvres de Londres. Sa conclusion est terrible. Qu'est-ce qu'il dit? Que la misère viendrait d'une complète indifférence à la religion, qui mène à l'imprévoyance, la saleté et le crime. C'est le caractère qui est en cause, pas le système. Et puisque le problème est moral et individuel, la solution doit l'être aussi. Bien sûr. On ne peut pas attendre qu'elle vienne de l'État. Elle doit venir de l'individu, de sa décision de changer. Et c'est là qu'on touche au but ultime de sa démarche. Oui, et il le précise bien. Ce but, ce n'est pas de devenir avare, d'amasser pour le plaisir d'amasser. Non. L'objectif suprême, le Graal, c'est l'indépendance. Il cite un poème de Robert Burns qui finit par « Pour le glorieux privilège d'être indépendant ». C'est ça, la récompense. Être son propre maître. Absolument. Il veut que ce soit accessible à tous. On peut accumuler 70 livres en 30 ans, ce qui était une petite fortune pour un ouvrier à l'époque. Voilà, il dit que ça ne demande pas un courage de super-héros, juste du bon sens et ce qu'il appelle un patient renoncement à soi. Donc, pour être sûr de bien comprendre, l'argent économisé devient une source de pouvoir. Mais un pouvoir moral? C'est tout à fait ça. Il dit que l'homme qui a des économies, même modestes, n'est plus le jouet du temps et du destin. Il peut faire face aux imprévus, il peut négocier ses conditions de travail, il peut refuser une situation qu'il juge indigne. Il n'est plus à la merci des autres. Et c'est pour ça qu'il critique si fort ceux qui crient Personne ne nous aidera ». Exactement. Pour Smiles, la seule aide qui vaille, la seule qui préserve la dignité, c'est celle qu'on s'apporte à soi-même. Le progrès de la société, ce n'est que la somme des progrès de chaque individu. C'est le retour en force du self-help. Si chacun balaye devant sa porte, la rue sera propre. C'est l'idée. Et ça implique une énorme responsabilité personnelle, j'imagine. Une responsabilité écrasante même. Il écrit noir sur blanc que c'est le devoir de chaque homme de subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille, et de se protéger contre les jours de pluie. La maladie, l'accident, le chômage. Voilà. Ne pas le faire, dépenser tout son salaire en sachant qu'on a des enfants à nourrir, ce n'est pas juste de l'insouciance pour lui. Il qualifie ça d'égoïsme intense. C'est une faute morale grave. Il y a un paradoxe qu'il soulève qui est fascinant. C'est celui des temps prospères. Ah ouais? On se dirait que quand les salaires sont hauts, que tout va bien, c'est le moment idéal,
Mais pour lui, c'est souvent le pire moment d'un point de vue moral. C'est une observation très contre-intuitive, en effet. Il constate que dans les périodes de boom économique, beaucoup de travailleurs dépensent leurs gains supplémentaires de manière totalement imprudente. Dans l'alcool, notamment. Surtout dans l'alcool, oui. Au lieu de construire leur indépendance, ils creusent leur dépendance. Ça fait étrangement écho à certains débats actuels sur le pouvoir d'achat. Oui, tout à fait. L'idée que plus d'argent ne signifie pas forcément une vie meilleure. Il en conclut que la vraie prospérité d'une nation ne peut pas être que matérielle. Pour lui, une nation peut être riche en usines et en or, mais si ses citoyens sont moralement faibles, cette richesse est un poison. Elle ne sert à rien. Ou pire, elle accélère la décadence. La prospérité matérielle sans l'amélioration du caractère, c'est une coquille vide et dangereuse. En résumé, si on devait vraiment distiller l'essence de ce livre, ce serait que l'épargne, ce n'est pas une compétence financière. Non, C'est une discipline de vie. exactement. C'est une vertu fondamentale qui forge le caractère de l'individu, qui solidifie la famille et qui, brique par brique, construit la nation. L'argent sur le compte en banque n'est que la manifestation extérieure, la preuve visible de vertus invisibles mais essentielles, la prévoyance, la maîtrise de soi, le sens des responsabilités. Et sans ça, la richesse n'est qu'une illusion. Une illusion qui peut s'écrouler à tout moment, ce qui On m'aurait... ramène à notre question de départ. Le livre affirme que la prospérité matérielle, sans amélioration morale, peut produire des résultats bien plus malfaisants que bons. C'est une idée puissante. Mm. Alors, je la repose en l'air. Dans notre société actuelle, définie par l'accès au crédit, la culture de la consommation, quels arguments de Samuel Smiles, aussi datés soient-ils, pourraient encore nous faire réfléchir? Et si on écrivait un livre intitulé Thrift aujourd'hui, au XXIe siècle, quelles seraient les nouvelles formes d'imprévoyance qu'il dénoncerait? Le temps passé sur les réseaux sociaux, peut-être? La dette étudiante? La fast fashion? Et surtout, quelles vertus faudrait-il cultiver pour atteindre ce fameux glorieux privilège d'être indépendant?